Voici les pires morts d'athlètes en compétition aux Jeux Olympiques. Numéro 6, Vancouver, 2010 Jeux d'hiver. Les Jeux Olympiques célèbrent la performance humaine, réunissant les meilleurs athlètes sur la plus grande scène et dans des conditions très sûres. Eh bien, pas exactement. Parce qu'avant même que la cérémonie d'ouverture à Vancouver ne commence, l'un des athlètes était déjà mort. Nodar Kouchmarit Hashmili, 21 ans, originaire de Géorgie, participait à l'épreuve individuelle masculine, luge. Si vous n'avez jamais vu la luge, c'est une discipline où l'on s'allonge sur le dos et on dévale un tunnel glacé à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, sur ce qui ressemble à un plateau de cantine. L'épreuve a eu lieu au centre de glisse de Whistler, construit pour 105 millions de dollars et présenté comme le plus rapide jamais conçu. C'était un de ces moments où il fallait se demander si on devait le faire, pas seulement si on en était capable. La luge doit aller vite. La vitesse moyenne d'une luge est d'environ 130 km/h. Mais à Whistler, sur une piste de 16 virages nommée Frisson, Luge, Boucle et 50-50, ils atteignaient 150 km/h. C'est l'équivalent d'un terrain de football parcouru en 2 secondes. Clignez des yeux et vous avez sauté 50 mètres de glace. Lors des entraînements, les athlètes chutaient souvent, et certains trouvaient cela trop dangereux. Les officiels ont haussé les épaules. Pourtant, ils disaient que les vitesses étaient dans les limites acceptables, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Le matin de la cérémonie d'ouverture, Nodar a fait sa dernière descente qui a débuté sans problème. Il maîtrisait ses virages et accélérait. 70, 80, 85 miles à l'heure. Il a abordé le virage 13, la partie la plus difficile de la piste. Frôlant les 90 en 1 seconde, tout a changé. Il a légèrement dérivé dans un virage, heurté le mur puis été projeté hors piste contre un poteau en acier. Son casque s'est brisé alors que son corps absorbait la force incroyable de l'accident. L'impact était comparable à celui d'une collision avec une voiture. Il roulait à 60, c'était lui à cette vitesse. Les secours sont venus rapidement, mais n'ont rien pu faire. Il est parti en quelques minutes. Nodar n'a jamais assisté à la cérémonie d'ouverture. Mais l'histoire suivante prouve qu'on peut mourir aux Jeux Olympiques sans grande vitesse, parfois à cause d'une très mauvaise idée. Numéro 5. Les Jeux Olympiques de Stockholm, 1912. D'accord, tout d'abord, il est important de se rappeler qu'au début des Jeux Olympiques, la plupart des athlètes n'étaient pas des professionnels. Ils étaient enseignants, agriculteurs, mécaniciens, des gens ordinaires s'entraînant pendant leur temps libre. Alors, ne jugez pas trop sévèrement le prochain athlète pour ce que vous verrez. Francisco Lázaro. 21 ans, est un coureur portugais, charpentier discret et champion national du marathon pendant ses jours de congé. Cette année-là, le marathon s'est couru sous une chaleur écrasante de 32 degrés Celsius sans ombre sur près de 40 km de route en terre et pavée. Mais Francisco avait un plan. Certes mauvais, mais un plan. Pour se protéger de la chaleur, Francisco agit de façon logique. Il enduisit tout son corps d'une épaisse couche de cire et de graisse. Pourquoi, me demandes-tu ? Pour éviter les coups de soleil et, soi-disant, l'aider à économiser son énergie. Quand quelqu'un lui a demandé si c'était une bonne idée, il aurait répondu « Soit je gagne, soit je meurs. Et bon, tu as vu le titre de la vidéo. » La course a commencé juste avant midi et au début, Francisco était resté avec le groupe de tête. Il brillait comme un magnifique poulet rôti. Un moment, ce plan semblait fonctionner jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le problème quand on se couvre de quelque chose qui empêche quoi que ce soit de pénétrer dans la peau, c'est que cela empêche aussi quoi que ce soit d'en sortir. Comme la sueur. Transpirer, c'est la façon dont votre corps régule la température. Lorsque la sueur s'évapore, elle emporte la chaleur de votre peau, vous rafraîchissant. Mais si vous ne pouvez pas transpirer, par exemple couvert de cire et de graisse, votre température monte vite. Votre sang s'épaissit, votre cœur travaille plus fort, et finalement vos organes commencent à se cuire de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, comme un poulet rôti. Chaque heure, un athlète d'endurance peut transpirer entre un demi-litre et 3 litres ou plus. Courir sous cette chaleur sans transpirer mettait Francisco en grand danger. Au 30e kilomètre, Francisco titubait et marmonnait des choses incohérentes. Quelques minutes plus tard, il s'est effondré sur le bord de la route. Il a été emporté inconscient et est mort le lendemain matin de déshydratation et coup de chaleur. Les médecins ont relevé une température corporelle de 41,7 degrés Celsius et ont déclaré que la cire avait littéralement cuit sur sa peau. Certains ont critiqué son entraînement. Un responsable a dit qu'il avait couru trop vite. En réalité, il s'est littéralement tué à la tâche. Francisco Lázaro est devenu le premier athlète de l'histoire olympique à mourir pendant une compétition. Près de 50 ans plus tard, il trouvait encore de nouvelles façons de mourir en compétition. Numéro 4. Jeux Olympiques de Rome, 1960.
À Rome, le jour du contre-la-montre par équipe de 101 km était encore plus chaud que celui de la mort de Francisco Lazzaro. Il faisait 40 degrés Celsius ciel dégagé. L'équipe danoise touchait à sa limite. Après le premier tour, Jørgen Jorgensen, au nom très danois, a abandonné pour insolation. Les 3 cyclistes restants, dont Knut Ennemark Jensen, 23 ans, devaient en finir seuls la course, sinon l'équipe serait disqualifiée. Alors ils ont continué. Mais revenons en arrière, avant la course, où l'entraîneur de l'équipe avait distribué ce qu'il appelait des comprimés énergétiques. Ce n'étaient pas des électrolytes, mais des amphétamines mélangées à du roniacol, un médicament dilatant les vaisseaux sanguins et améliorant la circulation. L'entraîneur utilisait des substances légales à l'époque, mais légal ne signifie pas forcément intelligent. Les amphétamines portent pas plus fort, elles font juste croire au cerveau qu'on ne meurt pas. Elles atténuent la douleur, masquent la fatigue et vous donnent l'impression d'être invincible, jusqu'à ce que votre corps s'arrête. C'est exactement ce qui est arrivé à Jensen. À mi-parcours, des témoins ont rapporté qu'il était pâle, en sueur et disait ne plus voir droit. Mais avec leur 4e homme hors course, l'équipe avait besoin de lui, alors il a continué. Puis, vers le 66e kilomètre, son corps a lâché. Il s'est effondré, a heurté le bitume, s'est fracturé le crâne et ne s'est jamais relevé. Il est décédé plus tard ce jour-là. Officiellement, c'était dû à un coup de chaleur et un traumatisme crânien, mais l'autopsie a montré que les pilules étaient la vraie cause. La chaleur et les drogues ont fait grimper sa température à plus de 41,6 degrés Celsius, mais son cerveau ordonnait à son corps de continuer, ce qui l'a littéralement tué à la tâche. La mort de Jensen a été l'un des premiers scandales de dopage olympique, mais pas le dernier. Et 4 ans plus tard, à Tokyo, les premières règles antidopage olympiques ont été introduites. Cette année-là, alors qu'il luttait contre les drogues, les Jeux d'hiver en Autriche faisaient face à un autre problème. Avant la cérémonie d'ouverture, 2 athlètes étaient déjà décédés. Numéro 3. Les Jeux olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck. Commençons par le premier. Ross Milne, skieur australien de 19 ans, était venu à Innsbruck pour la descente masculine. Pendant un entraînement sur une pente raide du parcours de Potscherkofel, Ross a perdu le contrôle et a heurté un arbre à 100 km/h. À faire classer ? Un gamin de l'Outback sur le mauvais continent, trop rapide, mais pas si vite. Des témoins affirment que le parcours était mal géré et trop encombré pour s'y entraîner. Plus de 100 skieurs en même temps, des gens au milieu des virages et d'autres traversant la piste à pied. Un coureur a parlé d'un carnage annoncé. Peut-être que l'inexpérience de Ross n'était pas en cause. Et pour lui donner raison, la tragédie a encore frappé. Le lendemain, Skierspetsky, concurrent britannique de luge et pionnier du sport, a effectué une descente d'entraînement sur la nouvelle piste olympique. Comme vous l'avez vu, la luge est dangereuse, mais c'était pire dans les années 60. Les casques n'étaient pas obligatoires. Les murs de sécurité étaient en bas et les luges se dirigeaient comme des chariots de supermarché sur la glace. Il n'est donc guère surprenant que Kazimierz ait perdu le contrôle au milieu d'une de ses descentes, ait été éjecté de la luge et ait percuté un poteau de soutien à la tête la première. Il est mort de graves blessures internes, devenant ainsi un pionnier du sport d'une façon plus sombre. Premier athlète olympique mort dans un accident de luge. 2 sportifs, 2 disciplines, tous 2 décédés avant l'ouverture. Et pourtant, ce ne sera même pas les Jeux olympiques les plus meurtriers. Nous y reviendrons dans un instant. Ensuite, les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, en 1992. Dans les années 90, on aurait pu croire que les Jeux olympiques apprendraient. Équipement plus sûr, meilleures règles, moins d'objets sur les pistes. Mais non. 1992 devait ouvrir une nouvelle ère pour les sports d'hiver. Plus élégant, rapide, moderne, mais toujours dangereux. Nicolas Bucaté était un skieur de vitesse suisse de 27 ans. Le ski de vitesse faisait ses débuts aux Jeux, et Nicolas avait une réelle chance d'or. D'abord, ce sport est totalement fou. Il dépasse souvent 190 km/h. Le matin de l'épreuve, Nicolas s'échauffait sur une zone de la montagne qu'il croyait fermée, mais elle ne l'était pas. En même temps, Nicolas descendait en dameuse. Une de ces grosses machines à chenilles servant à lisser et tasser la neige montait la pente. Malgré ses plus de 10 tonnes, Nicolas ne l'a jamais vu venir. Alors qu'il franchissait une petite bosse, il a percuté la dameuse de plein fouet à toute vitesse. L'impact a été catastrophique, comme si on percutait un camion garé sur l'autoroute à moto à pleine vitesse. Les officiels ont parlé d'un accident rarissime, ce qui était vrai. Mais cela révélait aussi le chaos et l'absence de réglementation lors des entraînements. Aucune coordination, aucune fermeture stricte, et personne n'a apparemment prévenu le véhicule de 10 tonnes. Des Olympiens descendaient la même montagne à ski,
rappelant ce qui s'était passé à Innsbruck 30 ans plus tôt comme un déjà-vu. Mais, comme mentionné, des Jeux Olympiques encore plus meurtriers arrivent, les pires de l'histoire. Numéro 1, les Jeux Olympiques de Munich 1972. Jusqu'ici, tout ce que nous avons évoqué relevait d'un accident. Tragique, évitable, mais accidentel. Munich, c'était tout autre chose. Cette fois, ce n'était pas la physique ou la négligence, mais la politique qui a tué les athlètes. Le 5 septembre 1972, à 4h30 du matin, 8 membres du groupe palestinien Septembre Noir ont escaladé la clôture du village olympique. Ils étaient armés de fusils AK, 47 de grenades, et d'un plan pour prendre en otage des athlètes israéliens. La sécurité aux Jeux était minimale, les organisateurs voulant éviter l'image militarisée des Jeux de Berlin 1936 sous l'Allemagne nazie. Cela signifiait qu'il n'y avait essentiellement ni garde, ni point de contrôle de sécurité nulle part. L'un des terroristes a littéralement été aidé à franchir la clôture par un athlète qui pensait qu'il s'agissait simplement d'un autre Olympien revenant d'une fête. Arrivés au village olympique, ils ont rapidement pénétré dans les appartements de l'équipe israélienne. L'entraîneur de lutte Moshe Weinberg et l'haltérophile Yosef Romano ont riposté et ont été tués presque immédiatement. Les autres ont été pris en otage pour les 24 heures suivantes. L'affrontement a eu lieu en direct. Premier acte de terrorisme mondial retransmis en temps réel. Les terroristes ont exigé la libération de 234 prisonniers en Israël et en Allemagne, prolongeant les négociations. Cette nuit-là, la police allemande a tenté un sauvetage sur la base aérienne Fürstenfeldbruck. La police était sous-entraînée, mal équipée et sans plan de communication. Certains agents n'avaient même pas de radio. Les tireurs d'élite étaient positionnés sans lunettes de visée. Tout cela était un désastre avant même de commencer. Quand la fusillade allait éclater, la situation est devenue la plus chaotique. Finalement, les 9 otages israéliens restants ont été tués. Certains ont été abattus, d'autres tués par une grenade lancée dans l'hélicoptère où ils étaient retenus. Un policier allemand et 5 des 8 assaillants sont aussi morts. Au total, 11 membres de l'équipe olympique israélienne, un mélange d'athlètes, d'entraîneurs et de personnel de soutien, ont été tués. Ce jour-là a marqué l'histoire olympique, entraînant une suspension de 34 heures des Jeux. Maintenant, si vous voulez obtenir une médaille d'or de notre part, assurez-vous de vous abonner. Et ensuite, allez regarder la mort la plus brutale de l'histoire, la tragédie de plongée de Jacobswell, ou essayez plutôt cette autre vidéo.